Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. À 32 ans, Justine est à la tête de la start-up Mycophyto, qui exploite les champignons indigènes comme solution naturelle pour développer les productions agricoles. Mais avant de créer sa propre entreprise, Justine évoluait dans un univers tout autre, celui de l'université. De son rêve d'adolescente de devenir ingénieure agronome à ses années de recherche en laboratoire, Justine nous explique le parcours qu'il a progressivement mené au projet Mycophyto. Dans Les Exceptionnels, nous recevons aujourd'hui Justine Lipuma, qui est présidente et cofondatrice de la start-up Mycophyto. Donc bonjour Justine. Bonjour. Donc Les Exceptionnels, c'est le podcast qui présente des femmes entrepreneurs de la région Sud dans des métiers qu'on dit des métiers d'hommes. Alors déjà tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'accepter de partager ton parcours et ton expérience pour expliquer Mycophyto. Pour commencer cette interview, je te propose tout simplement de te présenter. Je m'appelle Justine Lipuma, je suis née à Cannes, j'ai 32 ans et je suis microbiologiste de formation. Donc Justine, on va peut-être commencer par évoquer les tout débuts, c'est-à-dire peut-être l'enfance et le contexte familial dans lequel tu as grandi. Alors moi, j'ai grandi au milieu de parents qui étaient chefs d'entreprise tous les deux, puisque juste avant ma naissance, ils ont créé une entreprise, ont créé un restaurant ensemble. Et donc, durant mon enfance, ils étaient tous les deux chefs de cet établissement. Et alors toi, parents chefs d'entreprise et parents donc restaurateurs, est-ce que enfant tu souhaitais devenir restauratrice ou alors est-ce que tu as eu d'autres idées ou pas d'idées peut-être quand tu étais jeune? J'ai une relation particulière avec la restauration. J'en ai toujours fait en parallèle de mes études parce que c'est un milieu que je connais et qui est un peu rassurant pour moi, disons. C'est des bons souvenirs pour moi, malgré que ce soit très difficile. J'ai vu mes parents énormément travailler. Pas avoir vraiment de week-end, de soirée, etc. Mais je trouvais ça palpitant. Et moi, par contre, ce qui m'a intéressée, c'est la biologie de toute petite. J'ai toujours voulu être dans la nature et travailler en lien avec la nature. Dès le collège, je voulais être ingénieure agronome. Et j'ai fait mon premier stage de 4e à l'INRA, déjà à Sophia Antipolis. Et j'ai retrouvé récemment mon rapport de stage de 4e et j'avais noté dedans que je souhaitais travailler avec les pierres ou la nature. Quand on a, dès la 4e, l'envie d'être biologiste, microbiologiste, comment s'organise ce parcours et est-ce que le parcours scolaire a été un petit peu conforme à ce que tu avais décidé en 4e ou est-ce qu'il y a un moment tu as bifurqué? Alors au début, il a été conforme parce que pour aller au bout de ce que je souhaitais, je suis rentrée dans un lycée agricole, ce qui m'a permis de faire une section scientifique, mais avec une option agronomie dès la seconde, et donc un parcours autour de cette passion de l'agronomie et aussi de l'environnement. J'avais également des options autour de l'environnement et du développement durable. Donc je suis partie en internat pour faire ce lycée. C'était une décision pas facile parce que j'avais jamais quitté le cocon familial, même les vacances, je faisais pas de colonies de vacances ou de choses comme ça. Donc c'était une décision difficile, mais vraiment c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai suivi ce parcours-là durant le lycée. Et à la fin du lycée, j'ai finalement pas fait vraiment de l'agronomie. Je suis pas partie sur un parcours d'ingénieur. J'ai choisi de faire un parcours universitaire et de partir à l'université à Nice en sciences de la vie.
À l'université, tu commences en fait ce cursus. Est-ce que tu es satisfaite de ton choix et comment se passent ces premières années à l'université? C'était pas facile la première année. En fait, j'étais vraiment dans un cocon, dans un lycée agricole. On est très peu nombreux. Il y a une ambiance très familiale, encore plus avec les internes. Je connaissais tout le monde, jusqu'à l'équipe de la cantine. Quand j'aimais pas un repas, ils me préparaient autre chose. C'était vraiment une ambiance très familiale. Et de se retrouver dans une grande ville, pour moi, qui venait d'un village, et d'être à l'université, d'être à peu personne au milieu de 400 élèves de première année, c'était très difficile pour moi. Le rythme de travail était pas évident, ça demande beaucoup d'indépendance, de se discipliner tout seul, parce que finalement, on vous demande pas spécialement de travailler, c'est à vous de savoir que vous devez le faire. Donc la première année était assez compliquée pour moi. J'ai pas vraiment réussi à prendre le train tel qu'il fallait le faire pour réussir cette année-là. Et j'ai failli arrêter à la fin de cette première année et repartir sur un BTS ou autre chose, un environnement plus petit, un peu plus rassurant pour moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants-chercheurs passionnés et qui avaient à cœur de pas laisser les gens se perdre en chemin. J'ai notamment rencontré Frédérique Vidal, qui est maintenant ministre de l'Enseignement et de la Recherche, que j'ai rencontré dès ma première année, qui a fait partie de ceux qui m'ont encouragée à faire un stage, à redoubler et sur mon temps libre de faire un stage en laboratoire pour me permettre de découvrir vraiment ce qu'était la recherche, ce qu'était un travail d'un enseignant-chercheur. Alors, ce premier stage, où est-ce que tu l'effectues exactement? Alors, j'étais dans un laboratoire de l'université de Nice qui travaillait autour de l'environnement marin et de l'impact du changement climatique sur les organismes marins, notamment le blanchiment des coraux et l'impact aussi des pollutions sur les organismes qui filtrent l'eau de mer. Par exemple, comme les moules qui vont filtrer et qui donc vont accumuler des pollutions qui peuvent se trouver dans l'eau. Donc j'ai travaillé dans cette équipe plusieurs mois, disons, dans mon année scolaire. Et j'ai eu la chance ensuite que le directeur de cette équipe, qui était Denis Allemand, qui est maintenant dans un laboratoire à Monaco, toujours sur les coraux, m'a permis d'avoir une place de stagiaire au musée d'histoire naturelle de Nice, où j'ai travaillé sur des aspects de bibliographie et de classement de coquillages et de travaux qui avaient été réalisés à Madagascar. Donc plutôt sur la partie environnement marin, finalement, au départ. Donc pendant ces mois-là, tu abandonnes la fac. Est-ce que le stage il est inclus en fait dans le cursus universitaire? C'était un stage volontaire, donc il n'y avait pas de cadre autour de ça. Mais comme je redoublais pour repasser très peu de matière, finalement, ça me laissait beaucoup de temps libre. Et donc c'était durant mon temps libre, de façon volontaire, que j'allais dans ces laboratoires ou dans ce musée. Avec ces expériences, du coup, est-ce que l'idée de la suite du parcours universitaire ou même d'un métier se précise pour toi? Oui, parce que ça m'a permis d'échanger avec plusieurs personnes qui travaillaient dans ces équipes de recherche, que ce soit des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs. J'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai suivi chacun d'eux, donc ils m'ont parlé de leur parcours, de leur passion, etc. Moi, ça m'a passionné ce que j'ai fait pendant ces stages-là. C'était vraiment intéressant de voir ce qui se faisait dans un laboratoire. J'avais jamais poussé les portes d'un laboratoire, j'entendais parler de la recherche, mais je savais pas bien ce qu'on y faisait dedans. Et ça m'a permis vraiment de trouver une motivation pour continuer, puisque je savais où je voulais aller. Je voulais vraiment travailler dans ce milieu de la recherche que je trouvais passionnant. Et donc, j'ai poursuivi ensuite avec ma deuxième année à l'université, où là, j'ai découvert vraiment la microbiologie. Et là, ça a été un coup de foudre total pour cette discipline et pour ces organismes si petits. C'est une seule cellule.
et on les retrouve partout. C'est pour moi complètement incroyable, ces organismes-là. Ça m'a fascinée. Le parcours universitaire, ça dure combien d'années et tu vas jusqu'à quel stade? Finalement, comme je m'y sentais bien, j'ai attendu qu'il n'y ait plus rien. Donc j'ai été au bout, puisque donc on est sur les systèmes européens avec licence, master et doctorat. Donc j'ai été jusqu'au doctorat, il n'y avait plus rien derrière. J'aurais pu continuer parce que finalement, ça m'a vraiment plu au fur et à mesure en fait des années. On peut choisir ses matières, on peut affiner les choses. On n'est plus dans l'apprentissage de connaissances par cœur, puisqu'il faut d'abord avoir une base pour comprendre. On est vraiment dans des travaux où on réfléchit, où on essaye de comprendre. Et c'est à partir de ce moment où l'université est devenue passionnante pour moi, c'est quand j'avais le bagage de base et donc je pouvais maintenant l'utiliser pour comprendre les choses. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Et ensuite, les stages qu'on fait dans le cadre des années de master, donc les 4e et 5e années, sont très intéressants. Ils durent 6 mois. Et moi, j'ai eu un parcours avec des choix de disciplines un peu atypiques parce que j'ai jamais vraiment choisi entre des micro-organismes en lien avec l'homme ou en lien avec l'environnement. Et donc, j'ai travaillé à la fois sur des bactéries pathogènes de l'homme et sur des maladies infectieuses et ensuite sur des bactéries plutôt bénéfiques des plantes et en lien avec l'agronomie et l'environnement. Donc, j'ai jusqu'au master pris autant des disciplines qui étaient liées à la santé humaine qu'à la santé des sols. Mais pour le doctorat, j'ai choisi le sol. Une fois qu'on a son doctorat, qu'est-ce qui se passe quand on veut choisir son premier boulot, son premier métier? Qu'est-ce qui s'offre comme opportunité à quelqu'un qui a un doctorat en microbiologie? Le métier le plus connu après un doctorat, c'est les concours de la recherche publique pour être soit chercheur, soit enseignant-chercheur. On ne connaît pas beaucoup de choses en dehors de cette possibilité-là. On est un peu la tête dans le guidon, je pense, pendant ces années-là. On passe les étapes les unes après les autres sans se dire qu'à un moment donné, il faudra trouver un métier parce que on est passionné par ce qu'on fait et on pense pas vraiment qu'en fait, il y a un métier à la sortie qu'il faut trouver. Finalement, on est un peu perdu quand on a fini son doctorat parce que on avait très peu de temps libre jusque-là. D'un coup, on en a beaucoup. Donc c'est un peu un saut dans le vide et puis on doit se dire tout de suite après le doctorat maintenant qu'est-ce qu'on fait, et on connaît très peu de l'après en fait. Alors on peut continuer son chemin sans se poser de questions puisque la suite logique c'est d'aller faire un post-doctorat à l'étranger. Souvent c'est un laboratoire qui a collaboré avec nous pendant notre thèse ou que notre directeur de thèse connaît et donc on peut poursuivre son chemin comme ça. C'est un petit peu ce que j'ai fait au départ puisque j'ai poursuivi avec ma collaboration à l'université de Turin pour aller au bout de travaux que je menais avec eux. Et puis après, il faut se poser la question de est-ce qu'on poursuit dans cette voie? Est-ce qu'on fait autre chose? Et si on fait autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est des questions qui m'ont beaucoup occupé la tête à ce moment-là. J'avais la possibilité d'un postdoctorat sur Londres. J'avais un très bon dossier scientifique. Et puis, quand est venue les questions de la motivation, j'ai séché. Et du coup, j'ai pas été retenue parce que j'avais les 3 personnes qui étaient là à l'entretien qui étaient étonnées de voir que j'avais pas vraiment de réponse à leur donner sur ma motivation. Alors le manque de motivation, tu l'expliques par quoi? Par le fait de ne pas te projeter dans le monde de la recherche, par le fait de ne pas avoir pu envisager justement cet avenir, ou peut-être par le fait de ne pas être capable de choisir entre les plantes et le domaine de la santé humaine? Il y a peut-être un mélange de plusieurs choses, c'est vrai. Déjà, je pense qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre la santé humaine et la santé des sols parce qu'en vrai, ce qu'on mange agit sur notre santé. La recherche est très cloisonnée, ça c'était assez difficile pour moi
Les gens sont extrêmement spécialistes dans un domaine et ne sont pas forcément ouverts sur d'autres choses. Et c'est pas ce qui me plaît. J'aime les choses transversales et j'aime mieux vraiment comprendre l'ensemble des choses qu'être très très spécialisé sur quelque chose en particulier. Et aussi parce que la recherche, c'était un rêve pour moi de faire cette thèse et j'en suis très heureuse. Mais malheureusement, il y a des choses qui m'ont déplu aussi, en tout cas qui me correspondaient pas. Pour moi, il n'y avait pas assez de réalité derrière ce qu'on comprenait. J'avais l'impression de quelque chose qui n'était pas abouti. On avait compris un mécanisme. J'avais envie que du coup on en trouve une solution, qu'on l'amène dans la société, que ça devienne utile à tous. Et c'était pas vraiment le cas dans ce que j'ai vu de la recherche plutôt fondamentale, on va dire. Et c'est pas son rôle. Son rôle est de comprendre les mécanismes. Mais j'aimerais qu'il y ait un passage de relais qui se fasse de façon plus évidente, qu'il y ait un vrai passage de relais pour qu'on perde pas de vue le fait que la science doit revenir à la société et doit apporter quelque chose à cette société. En tout cas, c'est ma vision de la science. Est-ce que cette vision, tu parviens à la concrétiser un peu plus quand tu travailles à Turin? Comment ça se passe, cette expérience? Les difficultés de la recherche qu'on a actuellement en France en termes de financement, de moyens, etc., sont arrivées beaucoup plus tôt en Italie. Ce qui a fait qu'ils ont une vision de la recherche assez différente de ce qu'on faisait en France. Alors, ça a un petit peu changé, mais ils avaient un petit peu de l'avance sur cette vision-là. Et en particulier, le professeur avec qui j'ai travaillé, qui est Paola Bonfante, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'elle poussait un certain nombre de ses post-doctorants ou doctorants à monter des structures, à créer des entreprises pour donner une application à la recherche qu'ils avaient fait ensemble. Et finalement, c'était aussi un moyen pour elle de maintenir en fait ces jeunes qu'elle avait formés autour d'elle, puisqu'ils pouvaient du coup collaborer par la suite. Elle continuait à produire sa recherche fondamentale et ces jeunes chercheurs qu'elle avait formés pouvaient, dans le cadre de leur entreprise, être en lien avec elle et poursuivre la chaîne de l'innovation en menant des applications de cette recherche. Voilà, elle m'a ouvert les yeux sur ça que je ne connaissais que très peu. Et tout en étant professeur des universités, tout en étant un chercheur, elle avait un œil très ouvert sur ce qu'était l'application de la recherche, sur le monde de l'entreprise. C'était une vision très différente de ce que j'avais pu appréhender jusque-là. Est-ce qu'il y a un sujet d'étude spécifique que tu découvres à Turin? Oui, alors moi je travaillais sur des bactéries donc du sol et qui interagissent avec les plantes et avec une seule famille de plantes pour permettre de développer ces plantes sans engrais azotés, qui est très polluant pour les sols. Et à Turin, ils travaillaient sur des champignons, donc des mycorhizes, qui eux s'appliquent à plus de 85% des plantes terrestres. Et sont capables de démultiplier la surface d'échange entre la plante et le sol jusqu'à 1000 fois. Donc c'était la découverte pour moi d'un nouvel organisme que je ne connaissais pas. Moi, j'étais exclusivement sur des organismes bactériens. En fait, j'ai fait de la microbiologie, mais très peu d'organismes autres que des bactéries, que je connaissais sur plusieurs formes différentes avec plusieurs rôles. Mais là, j'avais un champignon qui était beaucoup plus gros parce que moi, j'avais des organismes qui faisaient 1-2 micromètres de diamètre. Donc c'est 10-6 millimètres. Et là, j'avais des choses qui faisaient jusqu'à 100 micromètres de diamètre. J'avais l'impression d'avoir des choses géantes par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir et qui étaient extrêmement répandues. Et donc c'était... Ça ouvrait un champ des possibles beaucoup plus large que ce que j'avais fait avec cette bactérie qui est intéressante, mais malheureusement n'interagit qu'avec les légumineuses. Là, j'avais toutes les plantes, énormément de plantes qui pouvaient être sujettes à cette interaction-là, et ça donnait beaucoup d'idées. Alors des idées, j'imagine qu'il y en a eu à partir de ce moment-là. Est-ce que cette expérience à Turin a été déclencheuse de quelque chose? Et bon, déjà, on a l'impression que cette
le professeur que tu évoquais tout à l'heure ait une posture qui correspondait davantage à ce que tu recherchais. Déjà une première chose, j'imagine. Ensuite, est-ce que cette découverte par l'étude des champignons t'a amené vers une direction que tu n'avais pas forcément envisagée jusque-là? Oui, il y a eu beaucoup de choses finalement dans ce laboratoire. C'était un laboratoire qui ressemblait plus à ce que j'avais pu faire dans mes premiers stages dont on parlait. Il y avait un côté collection de ces organismes, une vulgarisation qui était aussi courante pour expliquer même à du grand public ce que c'était, ces différents champignons, etc. Et ça me ramenait sur le fait qu'on pouvait faire de la recherche sur lequel on pouvait derrière y penser une application. J'étais partie finalement sur des choses très conceptuelles et fondamentales. J'ai fait de la génétique bactérienne et je travaillais même pas avec l'organisme, mais avec les gènes de cet organisme. Donc c'était très en amont en fait. C'était très intéressant, mais voilà, assez loin d'une application possible dans la vie réelle. Et là, du coup, ça m'a permis de voir qu'il y avait une conciliation possible entre la recherche et les applications. Et puis, ces résultats que je voyais me paraissaient très forts. Et puis, j'ai été motivée effectivement par ce professeur, Paola Bonfante, qui m'a poussée aussi dans le fait de réfléchir, qui m'a pas forcément amené la solution, mais qui m'a poussée à faire fonctionner mon cerveau un peu différemment et à me poser des questions sur ce qu'on pouvait faire avec ces mycorhizes. Alors, il y a une discussion, certainement plusieurs discussions, une rencontre avec une personne, qui fait que tu vas changer un peu ton orientation professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette personne? Oui, donc je suis rentrée de Turin, donc je suis revenue sur Sophia Antipolis. Et donc, au sein de l'INRA, dans une équipe qui n'était pas mon équipe d'accueil de thèse, donc c'était pas forcément quelqu'un pendant ma thèse que j'ai beaucoup croisé, mais il se trouve qu'on vient de villages voisins, donc on se croisait par ailleurs. Et j'ai commencé à discuter donc avec Christine Poncé en lui disant je reviens de Turin, et je lui raconte l'université de Turin, la rencontre avec Paola. Et elle me dit mais oui, mais moi aussi j'ai vu ces champignons mycorhiziens, j'ai travaillé avec une équipe de Turin. Elle est ingénieure agronome, Christine, elle fait de la recherche très appliquée. Et elle avait vu aussi cette interaction-là, ces champignons, et elle me dit mais tu sais, il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas ces solutions-là aujourd'hui accessibles aux agriculteurs. Moi, je reçois beaucoup de demandes parce qu'elle travaillait elle beaucoup en lien avec le monde professionnel, et elle me dit il y a une recherche de solutions qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est en tout cas pas rendue accessible, qui est cachée dans des laboratoires, dans les tiroirs, mais qui n'est pas adaptée. Et c'est dommage, il faudrait faire quelque chose. Mon parcours l'a intéressée parce que elle disait que je devais faire une force du fait d'avoir cette particularité d'avoir fait un lycée agricole et l'université, et donc d'être à cheval entre on va dire des choses appliquées très proches du terrain et puis un parcours universitaire avec des connaissances plus fondamentales. Et donc elle disait que je devais faire une force de ce parcours-là et que il y avait autre chose pour moi et qu'il fallait réfléchir, mais qu'il fallait... Déjà, j'étais presque prête à reprendre des études. Et elle m'a dit, mais non, tu as tout en main, il faut juste qu'on construise, mais tu as tout dans les mains. Vous avez découvert aujourd'hui le parcours de Justine, des bancs du lycée agricole à ceux de l'université, de son premier stage à sa mission déterminante au sein du laboratoire de recherche de Turin. Dans 15 jours, Justine nous expliquera le début de l'aventure Mycophyto, la constitution de l'équipe et tous les challenges qu'elle souhaite aujourd'hui relever. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.